Donc, on va parler des PO. Aujourd'hui, j'ai eu l'idée de ce talk il y a 2 ans de ça, donc, parce que j'accompagnais des transformations d'agilité à l'échelle, et je me rendais compte qu'il y avait des gens qui étaient un peu baladés. Donc, vous aviez le Scrum Master, l'équipe de dev, ils savaient quoi faire. Généralement, c'était assez structuré. Et puis, vous aviez des gens qui étaient les PO, à qui on disait, il faut faire ça, il faut se mettre dans telle position, vous allez avoir des gens au-dessus de vous, à côté de vous, au milieu, qui vont vous donner des trucs. Et puis il va falloir travailler avec, etc. Et en fait, c'est extrêmement compliqué. Je me suis rendu compte que la place du PO dans le framework de l'agilité à l'échelle, alors elle est définie, hein, puisqu'on va faire le tour des frameworks d'agilité à l'échelle, vous allez voir, mais globalement, elle répond plus vraiment aux contraintes de l'agilité. Alors, merci déjà à tous les sponsors, je ne vais pas tous les nommer, et qui je suis. Alors, donc là, vous commencez à avoir un petit peu le thème. Il y a un thème. Je m'appelle Maxime Bonnet, je suis coach agile pour CGI. Je travaille à Lyon. Voilà, donc je suis coach agile depuis 10 ans et je donne des formations agiles depuis 2008. Donc moi, mon illumination à l'agilité, elle est plutôt assez vieille maintenant. Je suis très branché agilité, bien sûr, mais aussi agilité à l'échelle. Je fais beaucoup de déploiements d'agilité à l'échelle et de plusieurs frameworks différents, ce qui me donne un petit peu de légitimité pour pouvoir en parler, même si c'est ma vision. Management 3.0, je suis beaucoup ce que fait Jürgen Appelo, donc Management 3.0, Shift Up et puis maintenant Unfix. Et je suis extrêmement joueur, donc j'aime beaucoup les serious games, j'en fais énormément. Demain, je serai là à l'Open Forum, donc voilà, si vous avez envie de jouer, je pense qu'on essaiera des jeux. Alors, ben maintenant, il faut y aller hein, quand même. Globalement, il faut se jeter dans le bain. Et dans mon titre, j'avais mis 2 choses. Alors, la première chose, c'est le rôle du PO. Là, je ne me suis pas foulé. Hein. J'ai pris le Scrum Guide. Directement, c'est plus simple, hein, on va à la source. C'est quoi un PO? Qu'est-ce qui fait qu'on a un PO sur un projet? Alors déjà, bah, c'est quelqu'un qui va vraiment être dans l'expression du besoin. Donc, il va aller rechercher le besoin auprès des utilisateurs. Il va être le représentant des utilisateurs auprès du projet. Il va avoir une capacité de priorisation et d'ordonnancement de la backlog produit, dans laquelle bah, il va essayer de faire émerger le plus de valeur possible dans le moins de temps possible. Donc ça, globalement, c'est assez clair et c'est assez facilement expliqué dans le Scrum Guide. Il va s'assurer aussi de la visibilité, de la transparence et de la capacité à tous les acteurs de bien appréhender ce qui se passe dans ce backlog et pourquoi est-ce qu'on l'a choisi comme ça. D'accord? Donc globalement, c'est un rôle qui est plutôt assez bien décrit. La volonté de Scrum, elle est quand même assez forte, c'est qu'on sépare le quoi du comment. Donc le quoi, c'est le PO qui en a la charge, le comment, c'est la dev team, ce qu'on appelle la dev team. Et généralement, en fait, l'un et l'autre vont communiquer et collaborer tout au long du projet. Le processus de passage d'informations, bah, c'est les différentes cérémonies qui sont présentes tout au long du Scrum. Donc ça c'est assez clair. Mais moi, il y a une phrase en fait qui résonne souvent en moi quand on parle de ça, c'est celle-là. C'est écrit hein, dans le Scrum Guide, hein, je ne l'ai pas inventé, c'est pas de moi. Hein. Afin que le product owner réussisse dans sa démarche, tous les intervenants de l'entreprise doivent respecter ses décisions. Est-ce que vous avez déjà vu un product owner qui est totalement indépendant de tous les autres intervenants de l'entreprise? Manager, architecte, etc., etc. Ben non. Hein. Pourtant, c'est écrit, hein, c'est dedans. Normalement, le PO, c'est son produit et c'est lui qui va le maîtriser. Alors, à un moment donné, il y avait des trucs entre le product owner, celui qui paye, et le business owner, celui qui connaît le business et le besoin. Je ne sais plus si c'est dans la dernière version ou pas qu'ils se sont amusés à ce genre de truc. L'idée, c'était de dire que celui qui paye, il a quand même un peu son mot à dire. Mais le problème, c'est qu'il ne connaît pas obligatoirement les utilisateurs. Donc, ils ont essayé, ça ne marche pas très très bien. Puis le business owner, ça a été récupéré par Safe. Donc, globalement, ça a mis plus la brouille qu'autre chose dans l'affaire. Donc, c'est pas terrible. Mais globalement, ça, c'est ce qu'on devrait essayer d'atteindre. Justement pour ce que je vous ai dit avant. Parce qu'on essaie de séparer le quoi du comment. Et on ne veut pas que les décisions de comment on fait, elles soient altérées par le quoi et inversement. Donc on veut que cette personne, elle soit le plus indépendante possible. Alors il y avait un deuxième mot dans mon titre qui était important, c'était l'échelle.
pourquoi est-ce qu'on cherche à faire de l'agilité à l'échelle? Alors, je sais pas de justifier, hein. D'ailleurs, si vous regardez les publications récentes, l'agilité radicale, il y a un petit collectif là-dessus, ben, globalement, eux, ils sont en train de dire: «Ça, non, vous oubliez, ça sert à rien». On retourne à des petites équipes agiles, Scrum, qui ont chacun leur produit et puis on s'amuse pas à faire ça. Donc il y a des tendances actuellement pour le descaling. Mais globalement, quand on veut faire de l'échelle, c'est pourquoi? Bah, généralement, la première chose, c'est qu'on veut pouvoir travailler à plusieurs sur un gros machin. Hein. Une seule équipe, la pizza team, c'est plus suffisant. Donc je rappelle, la pizza team, c'est plus ou moins deux. Alors moi, en tout cas, j'ai des squads de temps en temps, hein, que je coach qui sont à 20, 25, 30 personnes. On est largement au-delà de la pizza team. Euh, mais globalement, normalement, on ne fait pas ça. On va découper en petites équipes et puis on va essayer de les faire collaborer les unes avec les autres. Donc c'est quand on a un truc trop gros, généralement. On veut synchroniser. On peut avoir des acteurs qui vont travailler sur le soft et sur le hard. On veut synchroniser ces différentes personnes. Et puis surtout, un truc qu'on oublie, et ça, c'est assez prégnant quand vous discutez avec des gens qui sont plutôt haut placés dans l'entreprise, c'est que eux, ils ont une vision pour leur entreprise, mais ils savent absolument pas ce que les gens font en lien avec cette vision. Et inversement, les gens qui sont en bas, ils savent pas quelle est la vision de l'entreprise. Donc généralement, il y a un goulot d'étranglement entre les deux, hein, ça s'appelle le middle management, qui filtre bien dans les deux sens, assez souvent. Et le résultat, c'est que cet alignement, bah, il n'est pas clair. Et vous pouvez en parler, il y a des DSI, moi j'en ai parlé dans certaines transformations que j'ai fait, et ils utilisent justement l'agilité à l'échelle pour dire enfin je vais savoir est-ce que mes équipes elles font bien ce que je leur demande de faire par rapport à mes engagements que j'ai vis-à-vis des autres systèmes, des autres divisions, voire même des autres clients que je peux avoir. Donc c'est quand même un petit peu embêtant quand vous êtes censé avoir un alignement d'entreprise et que vous ne l'avez pas. Donc, oui, c'est ici, bien sûr. Venez, je vous en prie. Ah, bon, il n'y a pas de caméra, enfin si, il y en a une, mais c'est... Voilà. Le dernier point, c'est un petit vœu pieux de ma part. Je suis désolé, je vais faire une confession, je suis un naïf. Je suis un naïf parce que je crois sincèrement que l'agilité, ça porte aussi en soi le fait de mieux travailler et de moins faire mal à l'humain en entreprise. J'ai un passé de développeur et de chef de projet, et j'ai un passé de développeur chef de projet qui a eu mal en entreprise. Et l'agilité, ça m'a apporté des réponses qui m'ont fait dire ça a l'air d'être sympa. Donc je me suis dit, bah, je vais le déployer à l'échelle. Et donc potentiellement, bah, les bienfaits que j'ai dans une équipe agile, je vais pouvoir les multiplier pour les avoir à l'échelle. Donc pour ça, on peut avoir envie de faire de l'agilité à l'échelle. Alors, quand on parle d'agilité à l'échelle, alors il y a deux méthodes. Hein. Soit vous faites comme vous pouvez et vous bricolez, soit vous essayez de vous raccrocher à un truc existant. Donc je vais vous passer en revue un petit peu les trucs existants. Et je ne peux pas passer outre le premier qui est Safe. Donc Safe, donc qui n'en a pas entendu parler? Je ne prends pas trop de risques. C'est le plus courant. C'est celui, généralement, quand vous allez voir un DSI, il vous regarde et il vous dit Safe, tu connais? Il ne va pas vous dire, Scrum for Scrum, tu connais en fait. Généralement, il a des collègues qui ont implémenté Safe, il a eu de la littérature. Il y a tellement de documentation et de formation que généralement, ils en ont entendu parler. Donc Scale Agile Framework, c'est pas le plus ancien. Hein. Il y a des choses plus anciennes que Safe qui sont présentes. L'idée, c'est d'essayer d'intégrer de l'agile et du lean ensemble. Et c'est un modèle qui est fortement en couche. On va le voir juste après. Il y a des couches successives avec des gens qui travaillent sur différentes temporalités et différentes granularités. C'est la caractéristique principale de Safe. Et surtout, vous avez différentes topologies clés en main. C'est génial. Vous cliquez sur les petits onglets en haut en fonction de la taille de votre boîte et de ce que vous voulez faire. Et pouf, c'est magique. Alors là, il y a deux écoles. Hein. Il y a il y a des SPC qui me disent globalement, faut tout faire, sinon t'es mort. Et il y en a d'autres qui disent non, mais tu peux adapter quand même. Bon, j'ai pas d'avis. Enfin, si j'ai un avis d'agiliste, c'est qu'il faut adapter quoi qu'il arrive. Il y a des choses bien dans Safe, hein. Mais je suis pas un pro Safe, clairement. Pourquoi? Alors déjà parce que on tombe rapidement sur ça. Et ça, c'est quand même assez imbuvable. Hein. Alors c'est bien, on peut cliquer dessus, hein, tout est cliquable. Les gens qui sont pro-safe vous disent c'est génial, tu cliques où tu veux, tu as l'explication. Alors effectivement, il y a un texte comme ça derrière, c'est super. Sauf que globalement, ça,
eh ben, il faut en faire des diagrammes d'activité derrière, des interactions des personnes, etc., pour arriver à le faire marcher et faire comprendre ce qu'il y a derrière. Hein. Parce qu'entre les PO synchro, les BO synchro, les archi 5, les machins comme ça devient vite compliqué. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est déjà l'organisation. Donc on voit qu'on a une organisation en couches. Vous avez les différentes couches. Alors, je vous ai fait un cadeau, je vous ai mis le plus gros de Safe. Il y a les solution trains au milieu. Donc c'est des trains de trains. Hein. Puisqu'on peut faire des trains, on peut les mettre dans d'autres trains. Il y a les équipes qui sont dans des trains, et puis tout ça, on les met dans des value streams. Donc au bout d'un moment, c'est bien imbriqué. Et donc à chaque étage, on a une temporalité, donc qui est plus ou moins grande. Ici, on va raisonner en sprint. Là, on va raisonner à peu près en trimestre. Et puis là, on va commencer à raisonner années, puis voire plus, hein, plusieurs années. On voit bien que les différents acteurs, ils sont là. Ils apparaissent en fait tous sur le côté. Vous avez vu où il est le PO? Le PO, il est tout en bas là-bas. Hein, le fameux PO dont les décisions doivent être comprises par tout le monde. Donc ça veut dire que normalement, quand un PO prend une décision, tous les autres qui sont au-dessus, là, ils doivent s'aligner. C'est pas comme ça que ça marche, Safe. Top truc, ça marche pas comme ça, Safe. Hein. Safe, c'est là, on décide des épiques, là, on va mettre des capabilities, là, on va créer des features, et puis toi, PO, tu feras tes US dans la feature. Alors, j'ai mis 2 flèches. Hein. Safe, il met les deux au même niveau quand il vous les présente. C'est-à-dire que le besoin, il navigue comme ça, l'alignement vis-à-vis de l'entreprise, mais il est censé remonter des PO qui vont dire à leur PM, ben, mets à jour ta roadmap parce que mes clients, ils ont besoin de ça, etc. Dans la vraie vie, il y a combien de personnes qui ont vu faire ça? Voilà. Et c'est vraiment ça le problème, en fait. C'est que Safe, c'est extrêmement hiérarchique. Et on se retrouve avec des gens qui donnent des ordres plutôt que des intentions. Ça, c'est dommage quand même. On est assez loin de l'agilité telle qu'on le voulait. On a une hiérarchie qui est claire, hein, ça c'est vachement bien. Mais globalement, on est quand même enfermé à chaque fois dans un réceptacle qui est un peu plus haut, qui a été priorisé par quelqu'un d'autre. Alors on peut se synchroniser comme on veut, hein, pourquoi pas. Mais les feedbacks remontent assez mal, ce qui fait que le PO devient un exécutant. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois arriver, c'est-à-dire des PO qui se mettent en mode, de toute manière, moi je suis exécutant. Je suis plus aux manettes de mon produit, je suis un tout petit bout dans un gros tout, et résultat des courses, ben, je dois exécuter un bout de feature. Et là, ben, le métier devient moins intéressant. D'ailleurs, quand vous parlez des PO qui sont dans cette position-là, généralement, ils vous disent « j'ai pas envie, quoi. Enfin, avant, j'avais la main sur mon produit, sur mon machin. Là, j'ai plus la main, en fait. J'ai plus le choix. » Donc, vous l'avez compris, Safe, c'est pas terrible pour ça. Deuxième framework, Less. Donc, Less, c'est un framework qui est plus ancien. Vous utilisez déjà du Less, en fait. Quand vous parlez de PPO, la notion de PPO, elle était inclue dans Less à l'origine, par exemple. D'accord. Je peux fermer la porte? Je suis désolé, c'est un peu dur de se concentrer. Less. Oui. Bienvenue. Vous avez loupé le meilleur, hein, j'en suis désolé. Donc l'organisation, là, cette fois-ci, vous allez aligner les équipes les unes à côté des autres. En Less. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler. Vous avez des nouveaux acteurs qui arrivent, des APO. Alors là encore, je vous ai mis la plus grosse version de Less existante, celle où on a les ARA Product Owners qui arrivent. Mais quand vous faites des gros projets avec beaucoup d'équipes, généralement, vous allez assez vite les voir arriver. Les besoins, eux, ils vont avoir un flow qui va arriver par cette équipe de PO. Et le Product Owner, lui, il est à la manœuvre au-dessus. Donc généralement, ce qu'on appelle des APO, hein, c'est une délégation un peu particulière. Donc vous connaissez sûrement les PPO parce qu'on emploie beaucoup ce terme, proxy de Product Owner. Le proxy de Product Owner, c'est quelqu'un qui va recevoir des délégations, mais pas complètes d'un PO. Typiquement, généralement, c'est écrire les user stories, prioriser le backlog, le PO le garde souvent. Ça va être des choses comme ça. Un APO, lui, il va recevoir une délégation totale d'un PO sur une aire fonctionnelle donnée. Donc, c'est-à-dire qu'il aura la capacité de prioriser le backlog pour cette aire-là. Oui. AERA.
IRA Product Owner. Désolé pour mon anglais. Apple. Ah, t'as voulu le mettre. Ouais, ok. Donc, LESS, le gros problème, c'est la synchronisation. Quand vous avez un seul PO et que vous faites du LESS avec 3-4 équipes, ça va assez facilement parce que vous avez un PO. Quand vous commencez à avoir des IRA Product Owners, des proxy de Product Owners, vous commencez à avoir arrivé une team PO, puis des fois, vous avez des business analysts qui viennent s'ajouter à l'affaire. Donc, vous commencez à avoir une team de gens qui font du Product Ownership qui commence à être plutôt grosse, quoi, du style 10-12 personnes. Alors déjà, 10-12 personnes, ça doit éveiller un petit peu une lumière chez vous. Il y a un problème. Globalement, ces gens-là, il va falloir les synchroniser. Et c'est là où vous commencez à avoir des désynchronisations fortes et c'est pas facile. Et les gens commencent à passer de plus en plus de temps en synchronisation. Et ils commencent à râler de plus en plus auprès du coach en disant c'est chiant l'agilité, on fait beaucoup de réunions. Donc voilà, le problème de l'ES, c'est surtout ça. Sachant que l'ES, je ne l'ai pas dit là, je reviens un peu en arrière, mais vous livrez à chaque sprint. C'est la différence avec Safe. Vous livrez tous les incréments, le train. Là, vous livrez des choses intégrées tout le temps. Ah, ça me remet les flèches, super. La synchronisation. Alors, il y en a deux autres que je vais vous présenter. Alors, il y en a un que je connais très peu, c'est Nexus. J'ai juste lu dessus, je ne l'ai pas mis en œuvre. Donc, celui-là, je ne peux pas vous faire de retour d'expérience. Il est peu présent. On le trouve un petit peu, mais c'est vraiment pas un framework qui est présent. L'idée, là, en fait, c'est d'avoir, en plus de vos équipes de développement, une équipe supplémentaire qui va faire l'intégration. Donc, il va avoir la charge, en fait, et qui aura un backlog spécifique qui va intégrer les choses entre elles. Et donc, à chaque fois, vous allez avoir un sprint planning Nexus où vous allez faire les Scrum Teams plus cette team intégration et qui va récupérer des tâches d'intégration et qui va intégrer au fil de l'eau, en fait, ce qui est livré par les différentes équipes. Donc, vous avez là, à nouveau, une synchronisation forte puisque vous avez un Product Owner qui apparaît dans la team Nexus et vous avez des Product Owners de chacune des équipes. Donc, on retrouve un petit peu les problèmes de synchronisation qu'on peut avoir. Et le dernier, je peux vous en parler puisque je le mets en œuvre actuellement. Alors, je vous ai pris là encore la plus grosse version, c'est Scrum at Scale. Donc, Scrum at Scale, vous ne le connaissez pas, et pourtant vous le connaissez parce que c'est l'implémentation de référence du Scrum Guide. Les gens qui ont fait le Scrum Guide, ils ont fait aussi une implémentation de référence à l'échelle. Ça s'appelle Scrum at Scale. L'idée, en fait, elle est toute bête. C'est de se dire, dès que j'ai 5 personnes dans un groupe, je coupe le groupe. Donc, dès que j'ai 5 personnes, je vais créer un groupe à côté de 5. Et à chaque fois que j'ai 5 groupes, je vais créer un autre ensemble de groupes à côté. Donc, c'est l'espèce de fractal que vous voyez apparaître là dans le pattern. Et à chaque fois que je fais ça, je vais créer une team de synchronisation. Donc, à nouveau, vous avez une team de synchronisation. Donc, en rouge, c'est les Scrum Masters et en jaune, c'est les PO. Donc là, vous avez, alors on ne le voit pas, mais là, vous avez un Chief PO Metascrum et puis le Chief PO Metascrum et puis après, etc., jusqu'au Metascrum. Vous pouvez monter jusqu'à 685 personnes, je crois, avec ça. J'en suis pas là. Hein. Moi, j'ai 4 squads, 4 PO, mais ça marche pas mal. Donc ça, c'est une autre méthode, c'est une autre version en fait de la mise à l'échelle. Alors là, le problème, c'est que vous êtes fortement décentralisé. Donc pour suivre ce qui se passe, il faut beaucoup de synchronisation, de travail, parce que là, en fait, des PO, vous en avez partout. Partout. Et donc, il va falloir faire monter et descendre dans l'organisation un certain nombre de choses. Donc, vous avez normalement des synchronisations. Donc, comme vous faites des daily, vous avez des daily à tous les niveaux. Et puis, vous avez des sprint planning à tous les niveaux. Vous avez des etc. Donc, à chaque fois, c'est en cascade. Donc, vous voyez, ceux qui sont nommés pour être dans tous les niveaux, ils passent plus de temps en fait dans les réunions qu'à faire leur travail de PO. Donc là, c'est à nouveau un problème. Donc, ces 4 frameworks, et je ne parlerai que de ces 4-là, alors il y en a d'autres que je ne connais pas, j'en suis désolé. Il y en a encore d'autres. C'est pas un framework. Et je suis actuellement dans une équipe qui est en Spotify modèle, donc je peux même en parler. Mais c'est pas un framework d'agilité à l'échelle. Discipline Agile, je connais pas. Enfin, je connais le nom, j'ai lu, mais je sais pas plus. Unfix n'est pas un framework. Ça, c'est Jürgen qui vous le dit. Ouais. C'est un modèle. Et c'est un modèle organisationnel. Et je donne une conf à Grenoble dessus. T'as failli m'avoir. Mais là, pour le coup, je le connais, celui-là. Aucun de ces frameworks n'apporte une solution à la phrase que j'ai mise au début.
qui était que le PO doit être le décisionnaire final dans l'entreprise pour son équipe. Aucun. Il y a des bonnes pratiques dans tous ces frameworks. Faire des PI planning, ça paraît pas délirant. Et d'ailleurs, on appelle ça un big room planning quand c'est pas du tout dans Safe. Pourquoi pas? Voilà. Mettre des APO, pourquoi pas? Faire du Scrum at Scale avec des trucs, des délits à l'échelle, pourquoi pas? Mais aucun ne résout le problème. Donc la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant de savoir qu'est-ce qu'on fait, il faut savoir de quoi on a besoin. La première chose, un PO, dans ces systèmes-là, il a besoin d'alignement. Et son plus gros problème, ça va être ça. Parce que le premier alignement qu'on va lui demander, et généralement c'est celui qui impose le système d'agilité à l'échelle, c'est l'alignement avec la vision de l'entreprise. Quand on met en place Safe, on le met pour ça. Pour que les épiques décidées du portfolio, elles puissent descendre et que mon PO il fasse bien des trucs qui soient dans des épiques que j'ai décidés sur, sur le train à venir, voire même sur l'année à venir, ou sur les 4 ans ou les 5 ans. Donc ça, c'est le premier alignement qu'on va lui demander. Deuxième alignement, c'est aligné par rapport aux chaînes de valeur. Je suis en train de développer un produit dans une chaîne de valeur, donc il a un apport, je vais essayer de ne pas sortir de ma chaîne de valeur. Imaginez, je développe une application qui fait de la supervision en temps réel de train. Exemple tout à fait que j'ai fait en fait. Vous n'allez pas mettre en place un forum participatif des gens qui font la mise en place des trains en fait. Ça n'a pas de sens. C'est pas dans la chaîne de valeur de ce produit-là. Même si c'est une super idée et qui vous le demande. Ça n'a pas d'intérêt en fait. C'est pas à cet endroit-là qu'il faut le faire. Le troisième alignement que vous allez avoir, c'est les retours utilisateurs. Vous avez des utilisateurs qui sont présents. Vous faites des démonstrations à vos utilisateurs, vous allez sur le terrain, vous recueillez du besoin. Ça remonte. Il va falloir leur répondre. Si vous apportez que des fonctionnalités qu'ils n'ont pas demandées, rapidement, votre application ne va pas l'utiliser. Et un des principes de l'agilité, je vous rappelle, c'est d'essayer de faire des choses pour ces utilisateurs pour éviter le gaspillage. Les fameux 64% de trucs qu'on n'utilise jamais. Bon, c'est un peu biaisé le chiffre, mais globalement, si déjà il y a 50% de trucs en moins qu'on fait, on a gagné. Vous devez aussi vous aligner avec les autres équipes. Alors, l'exemple typique, c'est je fais un front et puis il y a des API, par exemple. Là, c'est bien de se parler en fait et de s'aligner les uns avec les autres. Mais pas que. Vous pouvez aussi avoir le début d'une chaîne de valeur qui est chez vous et puis la suite d'une chaîne de valeur qui est dans un autre produit, etc., etc. Et il faut que ça soit logique pour vos utilisateurs. Parce que s'ils passent d'une application à une autre et que la logique fonctionnelle, elle n'est pas la même, ça va être un peu compliqué en fait. Même si vous répondez aux besoins de l'utilisateur. La chaîne globale, l'exemple typique, c'est vous allez à la banque et vous demandez un truc. Vous regardez, si vous demandez un prêt ou une simulation, le mec ou la personne en face de vous, elle va ouvrir 3 ou 4 applications différentes, qui ont toute une tête différente d'ailleurs, en plus. Donc là, on a un manque cruel, et d'ailleurs, il fait des copier-coller de votre numéro de compte dans un autre machin, etc. Enfin, c'est infernal. Moi, je serais eux, je hurlerais. D'ailleurs, je suis client et je hurle, parce que ça passe des heures pour arriver à me sortir un chiffre à la fin. Et le dernier, c'est les impératifs de production. Mon produit, il est en production. Donc, à un moment donné, il faut aussi que je sois en capacité de répondre. Il y a des anomalies, il y a du support, il y a plein de choses à faire. Donc, vous êtes PO. Vous devez pouvoir normalement décider en toute indépendance. Mais vous avez aussi ces 5 contraintes-là qu'il va falloir que vous mettiez en pendant dans votre décision pour remplir juste un sprint backlog. C'est compliqué déjà. Alors déjà, c'est compliqué quand vous avez juste votre produit, mais là, ça devient très compliqué. Surtout que derrière certains, il y a de la politique. Mais c'est ça qu'on veut. La deuxième chose, alors je suis désolé, si vous avez déjà vu des confs, j'en parle beaucoup, mais moi, ça a été un moment d'illumination pour moi. Alexis en parlait tout à l'heure. Le moment qui vous a fait plaisir, moi, c'est quand j'ai vu cette vidéo, en fait. C'est à ça que j'ai pensé tout à l'heure. C'est la vidéo qui s'appelle Greatness de David Marquet. Donc, David Marquet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un commandant de sous-marin nucléaire américain. Et il a implémenté l'autogestion dans un sous-marin nucléaire américain. Oui, c'est possible. Et dans les années 80. C'est pas récent. Donc, globalement, oui, c'est possible dans cet environnement-là. Si c'est possible là, c'est possible chez nous. Et un des grands enseignements qu'on tire de ça, c'est que
que la prise de décision, elle doit être au plus près de l'action. Parce que c'est là qu'on prendra la meilleure décision, celle qui sera le plus à même de répondre au contexte qu'on a. Et il dit, un leader, un chef, il donne des intentions, il donne pas des ordres. Et dans son sous-marin, lui, il dit, bah, j'ai envie d'aller à tel endroit de la carte. Et en gros, bah, les gens, ils vont faire en sorte qu'on arrive à cet endroit-là. Qu'on mette les machines, qu'on oriente, qu'on soit en capacité de mettre le sous-marin en plongée, qu'on vérifie qu'on n'a pas laissé la porte ouverte. Non, c'est un peu embêtant, etc. etc. Bah, le PO, c'est exactement ça. Hein. Le PO, on doit pouvoir le dégager en fait d'ordre qui vient du dessus et lui faire confiance pour prendre les bonnes décisions pour son produit. Hein. Donc je vous invite, vous tapez Greatness, il y a une VOST dessus, elle est très bien, ça dure 9 minutes. Si vous avez des managers qui se posent des questions, c'est assez éclairant. Il vous dit comment il a fait, alors après c'est pas un mode op, hein. Mais globalement ça aide. Alors un truc que j'ai pioché ailleurs aussi, alors ça je l'ai pioché dans Scrum at Scale et chez Jürgen Appelo. Arrêtons de faire de la bureaucratie. Le PO, moi, quand je regarde leurs agendas, alors une de mes activités en tant que coach, c'est d'aller revoir les agendas des PO et leur dire cette réunion-là, tu fais quoi dedans? Rien? Très bien, ben on l'enlève. Et puis j'enlève comme ça 30% des réunions les unes après les autres. Parce que c'est de la bureaucratie, c'est de la comitologie, c'est des trucs en fait qui servent pas à grand chose. Et c'est surtout des trucs où d'autres personnes vont vouloir s'assurer que le PO il prend les bonnes décisions. Donc on va mettre. Alors ce mot comitologie, il me fait. Enfin, j'étais un jour dans une mission. Et le premier boulot que j'ai eu à faire, c'était essayer de comprendre la comitologie des projets. Et on m'a sorti un document, mais sans déconner, hein, il y avait 12 pages où on m'expliquait par quel comité théodule il fallait passer pour prendre une décision sur le projet. Et il y avait des comités, il fallait absolument les faire, mais la décision, on ne pouvait pas la suivre. Et il y avait des comités, on ne pouvait pas les faire, mais la décision, il fallait quand même la suivre. Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là? J'en sais rien. Donc imaginez un PO dans ce genre de dédale, parce que là, c'est encore du projet à l'ancienne. Mais comment on fait? Enfin, c'est pas possible. On ne peut pas passer notre temps à essayer de défendre nos choix. Ça ne marche pas. Donc, plus on va avoir de bureaucratie, plus on va avoir de comitologie, plus ça va être compliqué pour le PO de pouvoir avancer sereinement. Je rappelle que normalement, il est censé aller voir les utilisateurs, il est censé écrire le besoin, il est censé commencer à prioriser le prochain sprint, il est censé suivre le sprint en cours pour répondre aux questions et s'occuper de ce qui a été livré au sprint précédent pour vérifier que c'est bien mis en prod. Ça fait beaucoup si en plus il doit se taper la bureaucratie. Vous comprenez pourquoi il y a des PPO qui existent, ou des APO, généralement. Et puis, il faut utiliser la boucle de feedback. Il faut qu'elle soit le plus petite possible. Donc, on a vu, Safe, c'est pas terrible en termes de boucle de feedback. Hein. Quand votre solution intégrée, vous l'avez tous les 3 mois. Alors, c'est mieux que tous les 18 mois de ce qu'on avait avant. Enfin, c'est pas non plus souhaitable dans certains environnements où on demande beaucoup de réactivité. Il faut aussi être dans un réseau adaptatif. Alors ça, pour le coup, Unfix, c'est un bon exemple. Nous, agilistes, on a une tendance, c'est essayer de fixer un petit peu trop les règles et le chemin du besoin. On essaie de fixer les organisations. On dit souvent l'équipe, elle doit être stable. Parce qu'effectivement, on veut pouvoir avoir des KPI qui, dans le temps, vont pouvoir être mesurés. Et à chaque fois qu'on fait des modifications, les KPI, il faut les remettre en fait à niveau. Le problème, c'est que cette stabilité, elle ne s'adapte pas du tout au marché et aux besoins. Votre besoin, en fonction du contexte, des priorités, il va changer. Et potentiellement, les gens qui vont être en capacité de pouvoir intervenir sur ce besoin, ça va être différentes personnes. Donc votre PO, des fois, il va se retrouver dans des cas où on va lui demander de travailler sur des trucs sur lesquels il n'a aucune plus-value. Scrum at Scale, par exemple, vous pouvez faire du load balancing et un chief PO, il peut dire, cette fois-ci, au lieu de travailler chacun sur son projet, je mets toutes les US d'un projet sur les 2 équipes. Mais le PO, dans ce cas-là, il fait quoi? Parce que globalement, c'est pas tout à fait son projet. Enfin, il connaît ses connexes, mais globalement, ça devient un petit peu compliqué. Donc, l'idée, c'est quand même d'essayer de créer un réseau un petit peu adaptatif de PO, avec des gens qui vont pouvoir se binômer en termes de compétences pour les PO. On demande aux développeurs d'être polycompétents. On peut très bien demander aux PO d'être un petit peu polycompétents fonctionnellement aussi. Dans leur pratique,
parce qu'effectivement, il faut essayer d'uniformiser. Alors, je ne dis pas standardiser, hein, uniformiser un petit peu ces pratiques, mais surtout dans le fonctionnel, entre guillemets, du machin sur lequel on est en train de bosser. Et puis se mettre au service des autres. Hein. C'est pas parce que je suis PO maintenant que je peux pas devenir PPO dans 3 mois, pendant 3 mois, pour aider un autre PO qui a un petit peu de mal à dégager son produit. C'est pas une position, PO. La dernière, alors celle-là, j'ai toujours du mal à expliquer celle-là. L'agilité, c'est pas une démarche atomiste. Atomiste, c'est en gros, j'ai un gros machin, je vais le découper en tout petits bouts, je vais faire chacun des petits bouts et pouf, mon gros machin, il sera fait. Ça, c'est une automobile. Hein, vous faites chacune des pièces, vous les assemblez, paf, ça fait une auto. Et pas des chocs à pic, non. L'agilité, c'est plus que ça, c'est une démarche holistique. Ce qui veut dire que je vais faire des petits bouts, mais en faisant ces petits bouts, je vais me rendre compte que je peux faire d'autres choses. Et donc, je vais rajouter des choses au fur et à mesure dans mon appli, par rapport à mes besoins, par rapport à ce que j'observe, par rapport à ce que j'ai fait. Et donc, cette démarche, en fait, c'est ce qu'on appelle une démarche holistique. C'est de l'holisme. Ouais, j'ai du mal holistique, holisme. Et donc, il faut comprendre que le PO, il a son rôle à jouer. Si je prends Safe, ben on est vraiment dans un truc un peu atomiste. C'est-à-dire, j'ai des gros machins que je découpe en tout petit, et le PO, il a la charge du tout petit truc. Là, en fait, l'idée d'un framework d'agilité à l'échelle, c'est que le PO, il puisse dire, je veux rajouter un bout dedans, ça va être cool. C'est aligné avec les valeurs de l'entreprise, c'est aligné avec la chaîne de valeur, et en plus, mes clients, ils sont contents. Il faut que le framework d'agilité à l'échelle que je vais utiliser, il puisse permettre ça au PO. Sinon, bah, j'ai perdu en fait la démarche agile. Bah, j'en ai perdu un de ses intérêts, un de ses atouts forts. Je rappelle que le sprint planning, c'est pas la démo. Si vous relisez le Scrum Guide attentivement, le sprint planning, c'est une réunion de créativité avec les parties prenantes pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire rajouter dans le produit d'intéressant par rapport à ce que je vois. Donc on est bien dans cette démarche holistique de dire, ok, j'avais prévu tout ça, mais je pourrais faire ça aussi et ça sera vachement bien, et puis je vais enlever des bouts. Alors, le but de tout ça, c'est d'essayer d'avoir un PO qui soit indépendant et éclairé. Ça, c'est les grands mots. C'est comme la paix dans le monde ou les trucs comme ça à Miss France. On a envie de ça. Hein. Indépendant, le plus indépendant possible. Hein. Vous connaissez Invest, je suppose. Hein, le I de Invest, on va essayer de faire des US le plus indépendant possible. Ben là, c'est pareil. Il faut que mon PO il soit le plus indépendant possible. Donc, il faut lui libérer des marges de manœuvre. Dans une des missions que j'avais, alors, on n'a pas mis en place du safe, mais c'était de l'agilité à l'échelle. On faisait des PI planning et puis on avait mis en place des features, mais pas en mode safe. On avait fait un peu à notre sauce. Ben, les PO, en fait, à chaque PI, ils avaient 80% qui devaient être faits en alignement avec les features et 20% à leur main. Ils faisaient ce qu'ils voulaient avec ces 20% par rapport à ce qu'ils voulaient. Et on ne le mettait pas dans des features parce qu'on n'essayait pas de mesurer des budgets, savoir comment c'était rattaché, etc. Parce que ça, c'est le grand jeu de safe. C'est OK, je vais suivre les budgets à la my feature, donc il faut que tout soit rattaché. Bravo. Vous avez coulé votre agilité. Donc là, l'idée, c'est comment je donne des marges de manœuvre. Une des marges de manœuvre, bah, c'est leur donner du temps, de la capacité à faire des trucs par eux-mêmes. Un des exemples. Éclairer, pourquoi éclairer? Parce que je veux qu'ils prennent des bonnes décisions. Et pour qu'ils prennent de bonnes décisions, il faut qu'il ait les bonnes informations. Donc ça veut dire qu'ils soient alignés avec les stratégies d'entreprise, mais sans que ça soit des ordres. David Marquet, intention à la place d'ordre. Donc là aussi, c'est tout un travail à faire sur les différents strates hiérarchiques ou chemins du besoin. On verra tout à l'heure que c'est pas pareil, normalement, quoique. Mais il y a tout un travail en fait à faire pour que on arrête de recevoir des ordres en cascade. Tu dois implémenter le simulateur machin pendant 15 jours. Ça s'appelle un ordre. C'est pas une intention. Alors, un PO, c'est pas un manager. Un PO, c'est pas un manager. Il y a des gens dont c'est le boulot d'être manager. Alors, support leader, ce que vous voulez, vrai manager au sens traditionnel du thème, pourquoi pas. Mais un PO, c'est pas un manager. Je vois encore trop de PO qui sont managers du Scrum Master et des équipes de dev. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On ne sépare plus le quoi du comment, à nouveau. D'accord? Lui, il est là pour gérer le besoin. Et on a vu,
il a un nombre d'activités, déjà on lui donne des délégués. On ne va pas lui mettre en plus des responsabilités d'encadrement, de management, de décider le cadre organisationnel dans lequel on travaille. C'est vraiment pas son boulot. On va essayer de donner plus de liberté au PO. Alors, donner plus de liberté, pourquoi? Bah, pour pouvoir résoudre les injonctions contradictoires des alignements. Donc, je vous ai donné un exemple. Par exemple, lui donner du temps, lui donner du pouvoir aussi dans les différentes synchronisations. Parce que vous allez faire des synchronisations dans les frameworks d'agilité à l'échelle, ils ont tous des synchronisations. Bah, lui donner un pouvoir équivalent aux autres personnes qui sont dans la salle. Pour qu'ils puissent aussi dire, bah, moi, mes utilisateurs, ils ont besoin de ça. Et ça a autant de valeur que vous, ce que vous êtes en train de dire. On veut qu'il y ait de la réactivité. Parce que plus vous avez de gens dans une salle, plus les décisions sont longues. Et si c'est des coachs, c'est pire d'ailleurs. Si, les coachs, ils savent jamais se mettre d'accord. C'est une horreur. Mais globalement, plus vous avez des gens, plus vous avez une chaîne de décision qui est longue, bah, plus vous mettez du temps. Donc s'il faut sprint N-2, valider le pré-cadrage, sprint N, valider le cadrage, sprint N+1, valider la livraison, bah, vous êtes sur des TTR, des TTM qui sont 6 mois, 18 mois. Enfin, il y a des trucs, c'est juste hallucinant. Là, je lis, on produit automatiquement dans une de mes missions les TTR et les TTM. On est à 8 mois et demi sur certains trucs pour des équipes qui sont agiles. 8 mois et demi. En faire un décideur récré, mais pas enchaîné. Améliorer sa motivation et son engagement. Bah oui, plus je vais lui donner de liberté au PO, plus il va être motivé et engagé par rapport à son sujet. Et utiliser pleinement la puissance de la vision à la place du commandement. J'ai déjà tout dit. Mais surtout, il y a ça qui est important. Et ça, les gens qui vous déploient Safe et les formateurs, ils vous le disent. Hein. Ne pas mettre des chaînes hiérarchiques sur le chemin du besoin. Et pourtant, vous retrouvez le directeur de programme qui devient un PM, le directeur de division qui devient un business owner, etc., etc. Donc, vous avez la cascade de commandes qui arrive, qui est plaquée sur votre chemin du besoin, et c'est là que les problèmes arrivent. Parce que c'est plus, il n'y a plus le choix, en fait. On est obligé d'appliquer des ordres, entre guillemets. Donc ça, c'est une bonne pratique, c'est que ne plaquez pas la hiérarchie d'entreprise sur le chemin du besoin, quel que soit le chemin que vous faites. Parce que c'est pareil, hein, dans l'Est, vous avez le PO, il est le chef des APO. Bah, ça ne marche pas non plus. Ces gens-là, ils doivent pouvoir discuter au même niveau. Ne pas prendre le chemin de besoin trop compliqué. Alors ça, c'est assez facile. Hein. Vous interviewez les gens et vous leur dites comment on passe d'un besoin utilisateur à un truc livré. Vous comptez le nombre de personnes qu'il y a dedans et vous comptez le nombre de réunions. Bah, vous allez voir assez vite que quand vous avez un pré-cadrage, puis un cadrage, puis une priorisation, puis un chiffrage, puis un raffinement, puis un sprint planning, puis une review, puis derrière un comité de livraison, et bien sûr, entre tout ça, vous avez des com-op et des commutes et des co-machins. Enfin, ça fait beaucoup trop, c'est pas possible. On peut pas être réactif en étant autant en réunion. Donc, le but du jeu, ça va être aussi de vérifier la longueur de la chaîne d'expression de la validation du besoin et essayer d'éliminer des acteurs. Je rappelle que normalement, le PO, il est censé discuter directement avec les devs. Hein. Alors, quand vous avez un PO, en plus de tout ça, que vous avez un PO avec un PPO qui a des BA, etc., ça devient très compliqué. Dans une chaîne à l'échelle, on peut avoir jusqu'à 10 acteurs avant d'arriver au dev. C'est pas normal. Le taux de transformation du besoin, ça c'est un bon exemple. Entre ce qui a été émis et ce que vous recevez au niveau des devs, vous pouvez l'analyser assez facilement. Vous allez vite vous rendre compte que vous avez un problème dans votre chaîne. Donc le PO, ça l'aide pas du tout, tout ça. Et surtout, créer un environnement propice à la prise d'initiative. Donc là, on est sur la fin de la conf. Hein. Je vais donner quelques conclusions, mais le premier, c'est arrêter de choisir un framework parce qu'il est à la mode. C'était la mode de Safe. Bon, on a beaucoup d'OB sur Safe. Donc maintenant, on essaie d'avoir le prochain framework qui va nous sauver la vie. C'est pas comme ça que ça marche. Et je vais reprendre pour le coup Jürgen qui a passé son framework en modèle en disant un framework, ça s'applique en entier. Un modèle, c'est comme un Lego. Vous pouvez l'assembler comme vous voulez. Ma vision de l'agilité, c'est que l'agilité, c'est une trousse à outils. Et quand vous faites du bricolage, vous n'utilisez pas tous les outils qui sont dedans. Il y en a certains que vous n'utilisez pas. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer d'assembler des pratiques cohérentes par rapport à votre besoin. Hein.
Le nombre de fois où on tombe chez des clients qui vous disent safe, on a essayé, ça marche pas. Bah, oui, peut-être que dans votre contexte, ça marche pas. D'accord. Et peut-être que vous avez utilisé des trucs qui sont pas du tout adaptés dans safe. Donc, créez-vous votre propre framework en fonction de vos besoins, en choisissant les bonnes pratiques. Le big room planning, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Ne pas s'enfermer dans son rôle de simple exécutant. Si vous êtes PO, bah, rebellez-vous. Non, mais c'est facile à dire, mais à un moment donné, c'est facile aussi d'être juste exécutant dans un truc qui est beaucoup plus gros parce que j'ai plus de responsabilités. Reprenez des responsabilités. Hein, parce que derrière, c'est quand même sur vous que ça va retomber quand ça ne marchera pas. Donc il va falloir aussi essayer de vous affirmer. Mettre en évidence et en toute transparence toutes les décisions que vous prenez en tant que PO et les transmettre. Parce que dans un système d'agilité à l'échelle, dès que je prends une décision, ça a des impacts ailleurs. Donc ce n'est pas la peine de les cacher pour X raisons. Éliminer la bureaucratie inutile, on en a déjà parlé. Faites le tri. Vous avez beaucoup de bureaucratie. Un des trucs de l'agilité, c'est on enlève un soft qui fonctionne versus des docs. Alors, ça ne dit pas qu'il ne faut pas faire de docs, c'est juste qu'il faut réfléchir. Bah, je rajoutais versus des docs et des réunions. Est-ce que ces réunions sont utiles? Est-ce qu'elles apportent quelque chose? Est-ce que le chemin de validation n'est pas trop long, etc., etc. Ouais, je sais. Donner le droit à l'erreur. Bien sûr, le droit à l'erreur, on sait que c'est ce qui va permettre l'empowerment des équipes. Hein. C'est quelque chose de fort. Et créer des liens de coopération à tous les niveaux. Et il y a juste ma silver bullet finale. Le PO doit rester l'acteur principal de la gestion du besoin, quel que soit le framework que vous appliquez. Toutes les autres personnes sont là pour l'aider à prendre de bonnes décisions, mais ce ne sont pas des décideurs à sa place. On pourra continuer la discussion demain. Je suis là à l'Open Forum. Et le petit QR code Rôti Express. On n'a pas le temps pour des questions, c'est ça que tu vas me dire? Si, on a le temps un peu. Merci. C'est chaud.